exactement et le problème avec notre culture, c'est qu'on a cette facilité à accuser le diable, à accuser les sorciers, à accuser l'autre et on se remet pas beaucoup en question. Quand il y a une infidélité, que ce soit l'infidélité de l'homme ou la femme, parce que l'infidélité de la femme aussi existe, bien qu'on en parle un peu moins, une infidélité, ce n'est pas toujours le signe de «je ne t'aime pas», ce n'est pas toujours le signe d'un «je te rejette». C'est pas forcément ça et c'est pas forcément une influence. Il faut savoir que les hommes sont tentés tous les jours, surtout quand on les femmes aujourd'hui qui mettent en avant le côté, matériel: «Je veux un homme qui gagne ci, je veux un homme qui soit comme ça». Je veux que mon mari, voilà, il gagne 5K net par mois minimum et cetera. Bah, faut se dire que, bah, l'homme, c'est le miel et les autres femmes, ce sont les abeilles. Plus un homme a de l'argent, plus il va attirer des femmes et donc il sera plus tenté donc c'est moins facile, on va dire, physiologiquement ou physiquement pour les hommes de résister, mais c'est pas parce qu'un homme ou une femme aussi trompe que la personne n'est plus amoureuse de son partenaire. Bienvenue dans Mesaka, Mesaka qui signifie bâtir la maison, construire la maison amourée. Cette initiative qui vise à mettre en lumière les héros du quotidien, ceux qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, ceux-là qu'on connaît parfaitement bien, mais aussi ceux qu'on connaît moins bien et qui, au travers de leur art, de la culture, du journalisme, de la communication, du sport, de la musique et bien d'autres encore, même des initiatives incroyables qui méritent d'être connues et portées à l'attention du grand public. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans Mesaka Anne-Laurence, originaire du Cameroun et créatrice d'afrothérapie. Au quotidien, Anne-Laurence évolue dans le domaine de l'IT. En outre, elle a créé le site internet Afrothérapie, une page qui, au départ, sur les réseaux sociaux, était un simple espace d'expression autour du développement personnel, mais qui, au fil du temps, a évolué suite à un diagnostic qui était sans appel. Il y avait un réel besoin pour les femmes, mais aussi les hommes afrodescendants, d'avoir un lieu, un espace où elles et ils pouvaient parler librement, déposer leur expérience douloureuse et entamer un chemin, un processus vers la guérison. C'est ainsi qu'elle s'est formée au métier de psychopraticienne, fonction qu'elle exerce en parallèle de son métier dans le domaine de l'IT. Aujourd'hui, Anne-Laurence accompagne surtout des femmes afrodescendantes en suivi individuel, avec pour ambition de créer à terme également des espaces collectifs où la parole et la créativité deviennent des leviers de guérison. À travers Afrothérapie, sa mission est claire: offrir aux femmes noires et afrodescendantes un espace d'écoute, de parole et de transformation intérieure. Sans trop tarder, je vais laisser la parole à notre invitée. Bonjour Anne-Laurence. Bonjour Mazout. Bienvenue dans Mesaka. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et à nos abonnés et nous dire ce que tu fais et comment tu en es arrivé là? OK, merci Mazouk. Déjà la présentation que tu as faite de moi est déjà assez complète. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais ajouter pour me présenter?» Ce que je pourrais dire, c'est que, j'accompagne, des personnes, afrodescendantes, des femmes spécialement parce que les hommes ont un peu plus de mal à se livrer, à, à parler en fait. Je crée des espaces pour que les gens puissent exprimer ce qu'ils ne peuvent pas exprimer forcément dans leurs environnements familiaux ou, amicaux. Donc j'essaye vraiment d'être, un espace où les gens peuvent déposer tout ce qu'ils ont de lourd comme bagage dans leur vie. Donc voilà, si je pouvais me présenter comme ça, c'est ce que je dirais. Voilà, j'accueille les gens, je leur permets d'avoir un espace de confiance, d'être vulnérable et surtout de pouvoir, s'exprimer, librement. D'accord. Merci pour cette présentation complète. Comment peut-on définir l'afrothérapie selon toi? Pour moi, l'afrothérapie, c'est, on va dire, un terme que j'ai un peu mixé entre, afro et thérapie. Moi-même, j'étais passée en thérapie et ma psychologue, c'était une femme blanche et bon, ça s'est très bien passé par rapport aux problématiques que je voulais aborder avec elle, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même certaines limites et à certains points, certains sujets qu'on peut pas forcément aborder avec un thérapeute blanc. Non pas que, voilà, on soit raciste ou autre, qu'on ait des a priori, mais la personne ne va pas forcément comprendre. Donc déjà pour donner un exemple, par exemple, j'avais une cliente, qui m'expliquait que elle avait, changé son âge. En tant qu'Africain, on peut savoir ce que c'était. Donc, par exemple, elle était née en 90 et sur ses papiers, elle était née en 93. Et donc ce sont des sujets, des points qu'on ne peut pas forcément dire à un thérapeute qui est blanc et qui vont pas forcément être bien accueillis.
Alors qu'avec un thérapeute qui nous ressemble, pardon, qui est au fait de ce genre de situation, on va pas être dans le jugement, on va comprendre et souvent les gens pensent que le fait de changer l'âge, c'est juste pour pouvoir faciliter l'immigration, économique et cetera. Mais c'est aussi un impact psychologique sur la personne, un impact émotionnel, se dire: «Bah, j'ai une autre identité, je suis plus moi-même, qui je suis Ouais, réellement, en fait». ouais, Et une donc double c'est identité. voilà, ça laisse des traces qui peuvent, voilà, parfois marquer longuement les personnes. D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup. Je pense que on arrive à cerner avec plus de précision ce qu'on entend par afrothérapie. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes projets à court et moyen terme? Sur mes projets à court et à moyen terme, ce serait de plus structurer, comme tu l'as dit en introduction, de créer vraiment plus des espaces où je pourrais faire des accompagnements collectifs. Parce que je trouve que les accompagnements individuels, déjà, ça me prend du temps, c'est assez épuisant, mais je pense que, des fois dans la thérapie, c'est bien d'avoir des espaces où il y a des groupes avec d'autres personnes, où on se dit au final, bah, ces personnes-là ont les mêmes problématiques que moi. Je ne suis pas toute seule, je ne suis pas seule. Et même parfois, j'ai eu à tester à des moments des groupes de parole où j'étais là, la thérapeute, mais il y avait aussi des clientes qui étaient présentes et le fait aussi d'avoir des avis d'autres personnes, pas seulement de la thérapeute, ça permet aussi d'avoir un autre pas, vers la guérison. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais faire et en parallèle aussi m'orienter un peu plus vers la thérapie de couple parce que j'ai beaucoup de demandes vis-à-vis de ça. Les gens veulent, voilà, déposer leurs problèmes de couple, leur situation de couple et je pense que ce serait aussi un tremplin, pour pouvoir aider les gens parce que, bah, nos familles africaines, ce sont pas forcément les meilleurs, ressorts quand on a des difficultés de couple et c'est toujours délicat qu'on va accuser son mari ou sa femme chez ses parents, que le regard de la personne change après parce qu'on a déjà l'a priori, on a déjà ce préjugé sur la personne de dire qu'il a fait telle ou telle chose et donc c'est difficile de revenir en arrière alors que la personne a peut-être posé un acte parce qu'elle était dans une situation précise ou une condition, précise. D'accord. Ok, ben, merci beaucoup pour ces précisions. Comment penses-tu impacter le continent ou la diaspora à travers tes différentes activités et projets? Quel est l'impact recherché à travers tes initiatives? Pourquoi t'être précisément lancé dans l'afrothérapie? As-tu senti que cela manquait? Mmh. En fait, l'impact que je pourrais avoir, ce serait aider les gens à être eux-mêmes. Au début, je me concentrais essentiellement sur les femmes noires parce que déjà en Occident, donc nous, les femmes noires de la diaspora, on se retrouve dans un environnement où déjà juste pour la beauté, on n'est pas les standards de beauté. On se retrouve dans des environnements où, on est loin de nos cultures. On est loin de qui nous sommes vraiment, donc on se retrouve vraiment dans des situations où on est perdu, où on se retrouve avec des troubles identitaires et c'est des choses qui vont encore être plus marquées ou marquantes chez des personnes qui sont métissées, mais même les femmes noires, les personnes noires peuvent se retrouver avec des troubles identitaires et donc le but pour moi, c'est vraiment d'aider les gens à se dire que, bah, on n'est pas trop africains, on n'est pas trop occidentaux, on est juste nous-mêmes et aider les gens à comprendre que on n'a pas besoin d'être dans une box, on n'a pas besoin d'être dans un moule et correspondre à tel critère de la société. On peut être nous-mêmes, on peut se réinventer et le but pour moi vraiment, c'est que les personnes puissent être elles-mêmes et quand une personne se trouve à être elle-même et ben c'est là qu'elle est dans la création. C'est là qu'elle peut avoir des projets, c'est là qu'elle peut bâtir, c'est là qu'elle peut transformer les personnes dans son écosystème etc. Ok, je vois. Ben, merci beaucoup pour cette précision. Et je ne sais pas si tu en as parlé, mais pourquoi est-ce que tu t'es lancé précisément dans l'afrothérapie? Je me suis lancée parce que, je sentis qu'il y avait un besoin, que ce soit au sein de ma famille ou de mes amis. J'ai vu que, les gens ne parlaient pas beaucoup et que les gens étaient beaucoup dans le silence. Chez les afro-descendants, on est beaucoup dans La la retenue. pardon? La retenue. Dans la retenue et le fait de se dire que c'est une force de résister à tout. Mais ce que je voulais que les gens comprennent, c'est que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Le fait de pleurer, c'est pas une faiblesse, c'est quand même des choses qui ressortent et le fait de pouvoir parler aussi, ça permet d'être soi-même, ça permet de se dire que, bah, je suis pas folle, je suis pas fou. Tout ce qu'il y a dans ma tête, ça a le droit de sortir aussi et donc voilà, autour de moi, je me suis rendu compte que, bah, les gens vivaient des choses et qu'ils n'avaient pas forcément des endroits, des espèces où en parler ou alors quand ils réussissaient à avoir, des suivis ou des endroits où parler, ils étaient pas forcément bien compris ou bien écoutés, ou en D'accord. tout cas au niveau où ils auraient souhaité. Merci pour ces précisions. Quels sont les principaux challenges, notamment concernant les clients afrodescendants que tu as pu rencontrer? Sont-ils enclins à s'ouvrir à toi, à consulter facilement? Et comment as-tu pu surmonter ces challenges que tu as pu rencontrer? Mmh.
Alors il y a eu plusieurs challenges, mais le premier qui me vient à l'esprit là, c'est que lorsque les personnes vont venir en séance de thérapie, il y a certaines personnes qui vont être beaucoup dans la résistance, qui vont avoir du mal à parler, qui vont avoir du mal à dire des choses, ou alors il y a des personnes qui ont encore ce poids du secret. J'ai des personnes qui vont venir me dire: «Mais tu es sûre que ça va rester entre nous? Tu vas pas en parler, tu vas pas publier?» Et je dis toujours aux gens que je partage certaines histoires sur mes pages, mais souvent c'est soit des clients qui demandent que j'en parle, parce qu'ils veulent avoir les avis d'autres personnes dans les commentaires, ou alors c'est des personnes à qui je demande l'autorisation et c'est très rare que je fasse ça. Les histoires dont je parle, c'est des histoires que moi j'ai vues au cours de ma vie, de personnes éloignées ou même d'autres histoires que je vois sur internet et cetera. Mais les gens sont très dans le secret parce qu'ils ont peur que ça s'ébruite et donc au final, on se rend compte que les gens ont peur d'être eux-mêmes, en fait, parce qu'ils ont peur qu'on voit leurs failles. Par exemple, j'avais une cliente, bah, qui sortait avec un homme marié et donc elle était très dans cette crainte-là, elle était, très dans la culpabilisation, elle se sentait vraiment mal. Elle était pas à l'aise avec l'idée de parler, de s'ouvrir et je lui dis: «Je suis pas là pour te juger. Si tu en es arrivé là, c'est qu'il y a eu une situation, il y a eu des choses et moi je suis pas Dieu, je suis pas un juge. Je suis là pour accueillir tel que tu es, ça fait partie de toi et tu n'es pas un monstre parce que tu as fait telle ou telle chose et aujourd'hui si tu viens là pour parler, c'est que tu as une forme de regret, tu as une forme d'empathie et donc ça signifie que tu aurais préféré faire les choses autrement, mais tu les as faites telles que tu les as fait. Mais ça fait pas de toi une personne, inférieure à d'autres. Tu restes une personne humaine avec tes failles. Donc j'essaye vraiment d'affronter ces challenges-là où les gens veulent tellement être dans la perfection, dans la performance et je leur dis: «Non, sois toi-même en fait, sois vulnérable, tu es dans un espace où tu peux être toi en fait, tu te demandes juste d'être toi et je suis là pour t'aider à être toi-même». Sans jugement, Voilà, c'est ça. effectivement. Que penses-tu de la thérapie dans la conception des afrodescendants? Ne dit-on pas qu'ils sont moins enclins à consulter ou moins appelés à le faire? Oui, effectivement, j'ai encore, des résistances où les gens vont me dire, «Non, mais la thérapie, ce sont les choses des blancs, voilà, parce que vous êtes déjà en Occident, comme on dit au Cameroun, comme vous êtes déjà en beng. Vous aimez faire les choses des blancs». Les choses de Mbeng. Voilà, c'est ça, les choses de beng. Donc voilà, je vais pas payer, 60 €, 70 € pour aller parler à quelqu'un alors que j'ai mes amis et cetera. Et donc quand les gens me disent ça, je dis: «Bah, quand tu parles à tes amis, est-ce que tu es sûr de tout dire?» Est-ce que tu dis vraiment toi à tes amis? Et donc là, les gens restent sans parler et je dis aussi, quand tu vas parler à un ami, tu vas parler à un proche, cet ami sera déjà influencé parce que vous avez un lien et donc cette personne, elle va pas forcément, t'orienter comme il se doit. Elle sera déjà dans le côté où c'est mon ami, donc vraiment je prends déjà parti, elle sera pas vraiment neutre et le truc aussi, c'est que, dans ces résistances, dire que c'est des choses des blancs, c'est parce que les gens, ils ont l'image de la thérapie où tu vas chez le psychologue, tu t'allonges sur un divan et tu parles pendant des heures et la personne est en face, elle t'écoute, sans rien dire, mais c'est pas forcément ça. On peut avoir plein de pistes de thérapie et pour, associer encore à l'afrothérapie, pour être vraiment marqué dans l'afrothérapie, les personnes afrodescendantes sont un peu plus spirituelles que les autres. Donc la thérapie pour une personne, ça va être aussi de pratiquer des activités qui vont lui permettre d'être un peu plus spirituelle. Donc ça va être la danse, voilà, pour s'exprimer, le chant et cetera. Donc, il faut vraiment revenir à soi et donc voilà, je dis aux gens qui pensent que la thérapie, la psychothérapie, c'est des choses, de blanc, je dis à ces gens-là: «C'est juste parce que vous avez peur de parler, vous avez peur d'être face à vous-même et vous avez peur de vous voir, en fait». Mais bon, il faut essayer, il faut démarrer. D'accord. Quel message souhaites-tu véhiculer à tes clients, prospects, par ton approche? Pourquoi est-ce que c'est si important de faire de la thérapie, notamment dans nos cultures, comme tu le disais un peu plus tôt, Mmh. qui sont plus susceptibles de confier leur traumatisme à Dieu plutôt qu'en thérapie? Mmh. Bah, je vais répondre en partant de la fin, le côté, Dieu et thérapie. Moi, je pense personnellement que les 2 ne se peuvent très bien fonctionner ensemble. Quand on va prier, on va demander à Dieu de répondre, d'exaucer nos prières et qu'il va pas répondre, on va être dans l'attente, on va être dans la frustration. Quand on sera en thérapie, on va être capable de gérer cette frustration, de gérer cette attente et de se dire que, bah, j'ai quand même les armes pour me dire que si j'ai pas telle chose aujourd'hui, j'ai pas besoin d'être frustrée, j'ai pas besoin d'être en colère, j'ai pas besoin de pleurer ou d'en vouloir à la terre entière. Et c'est pas parce qu'on fait une thérapie qu'on ne croit plus en Dieu, c'est pas parce qu'on fait une thérapie qu'on a l'impression qu'on peut dire que Dieu nous a abandonnés. Ça veut pas dire que voilà, Dieu n'est plus là. Au contraire. Et du coup, l'autre chose que je voulais dire, c'est que
à ces gens-là, comme je le dis depuis tout à l'heure, c'est que moi, je crée des espaces, je crée, voilà, j'essaye de créer un environnement où la personne pourra s'exprimer, pourra être elle-même et se dire que, bah, Dieu aussi a créé toutes ces armes-là, comme la médecine, la thérapie, la psychologie et cetera. Pourquoi ne pas s'en servir? Pourquoi ne pas les utiliser? D'accord, donc thérapie, la thérapie peut bien, disons, fonctionner en parallèle des croyances religieuses des clients sans Mmh. que ça ne pose aucun problème parce qu'effectivement, ça arrive très souvent que les gens se disent que bon, quand il y a une infidélité dans un couple, bah, Mmh. il faut peut-être parler à Dieu parce que c'est le diable qui a tenté Mmh. la personne, le partenaire du couple qui est peut-être allé voir ailleurs. Donc, Mmh. effectivement, c'est une façon de voir les choses parce que dans nos cultures, c'est pas souvent ce qui est compris. Mmh. Exactement et le problème avec notre culture, c'est qu'on a cette facilité à accuser le diable, à accuser les sorciers, à accuser l'autre et on se remet pas beaucoup en question. Quand il y a une infidélité, que ce soit l'infidélité de l'homme ou la femme, parce que l'infidélité de la femme aussi existe, bien qu'on en parle un peu moins, une infidélité, ce n'est pas toujours le signe de «je ne t'aime pas», ce n'est pas toujours le signe d'un «je te rejette». C'est pas forcément ça et c'est pas forcément une influence. Il faut savoir que les hommes sont tentés tous les jours, surtout quand on les femmes aujourd'hui qui mettent en avant le côté, matériel: «Je veux un homme qui gagne ci, je veux un homme qui soit comme ça». Je veux que mon mari, voilà, il gagne 5K net par mois minimum et cetera. Bah, faut se dire que, bah, l'homme, c'est le miel et les autres femmes, ce sont les abeilles. Plus un homme a de l'argent, plus il va attirer des femmes et donc il sera plus tenté donc c'est moins facile, on va dire, physiologiquement ou physiquement pour les hommes de résister, mais c'est pas parce qu'un homme ou une femme aussi trompe que la personne n'est plus amoureuse de son partenaire et derrière l'infidélité, il faut essayer de comprendre le message, comprendre ce que ça dit de votre couple, comprendre en fait, comment on peut traverser l'étape, comment on peut aller au-dessus en fait et surtout se poser la question de savoir pourquoi je pardonne en fait? Est-ce que je pardonne pour moi? Est-ce que je pardonne pour lui? Ou est-ce que je pardonne pour nous? Et je dis souvent à mes clientes que dans un couple, en fait, c'est 3 personnes. C'est toi, lui et vous 2. Et quel est le vous 2 en fait? Pourquoi vous construisez le vous 2? Quel est l'objectif du 2 en fait, dans le couple? Et donc voilà, ça permet de repenser le couple, de repenser les choses et voilà, je pense que l'infidélité, c'est quelque chose qu'on peut traverser dans le couple, si on a vraiment envie, si on est vraiment sincère et voilà. Après je vais pas tout déballer, mais voilà, il y a plusieurs contextes qui peuvent, entrer en jeu. Peuvent expliquer, mais Mmh. qui n'excusent pas toujours Voilà, ce type exactement. de comportement. Chez Mesaka, nous avons l'habitude de demander à nos invités s'ils ont une citation, un proverbe qui les inspire quotidiennement et Mmh. pourquoi ils ont choisi cette citation ou ce proverbe. Qu'est-ce qui OK. te vient à l'esprit quand je te pose cette question? Après, je sais pas si c'est une citation, un proverbe, une citation ou un proverbe, mais quand on dit, l'herbe, quand on dit: «L'herbe n'est pas plus verte ailleurs», hem, je dis souvent aux gens que c'est vrai. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs parce que tu te concentres en fait sur ce que les autres font, ce que les autres disent, ce que les autres vivent, parce que tu n'es pas focus sur toi, parce que tu n'arroses pas ton herbe en fait à toi. Donc il faut d'abord se recentrer. Il faut se recentrer et le but ce n'est pas de voir que l'herbe des autres est plus verte ou moins verte, mais c'est de savoir comment moi j'alimente, comment je nourris mon herbe, comment je l'arrose, comment je permets que mon herbe continue de vivre. Et c'est ça qu'on fait en thérapie en fait, c'est arroser, la plante que nous sommes. Nous sommes des êtres vivants, nous avons besoin d'eau. Nous avons besoin de chaleur, de lumière et cetera et donc le but, c'est vraiment de s'arroser soi-même, de se revaloriser soi-même, se redonner la vie, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce proverbe-là. D'accord, ok. Quels sont les facteurs qui t'ont permis de réaliser ton projet Afrothérapie depuis que tu l'as lancé? OK, à la base, Afrothérapie, j'avais créé la page, en fait, la page, ça s'appelait juste Anne Laurence. Je l'avais pas appelée Afrothérapie, parce qu'au début, je publiais des choses liées au développement personnel. Et initialement, je voulais créer un e-book et voilà, juste vendre un e-book et je suis allée en formation avec, une coach, de marketing digital, pardon et du coup, elle m'a dit: «Mais pourquoi tu veux faire le e-book? Est-ce que tu es sûre que
parce que j'avais déjà créé la page Insta, elle m'a dit: «Est-ce que tu es sûr que tes abonnés veulent un e-book? Parce que les e-books, il y en a partout, quoi. Pourquoi tu veux créer un e-book?» Et donc c'est là que je me suis rendu compte qu'avec les échanges, les gens voulaient parler, en fait. Et donc il y avait toujours ce côté, ce doute, sur la légitimité et cetera. Je me suis dit: «Bah, moi, je suis pas psychologue, j'ai pas fait des études en psychologie, ça a rien à voir avec mon parcours. Je me vois pas venir jouer à la psychologue». Et donc au fur et à mesure, en parlant avec elle, elle m'a dit: «Bah, regarde s'il y a pas d'autres alternatives». Et donc j'ai vu que je pouvais me former en tant que psychopraticienne pour pouvoir exercer et qu'en France, c'était légal, c'était possible. Et donc pour avoir cette légitimité-là. Et donc là, je me suis formée et là, voilà, j'ai vu qu'il y avait vraiment une grosse demande, que les gens étaient vraiment dans ce besoin et que surtout les afrodescendants n'ont pas forcément besoin de coach, mais ils ont vraiment besoin de thérapie. Et je dis souvent qu'il y a des personnes qui ont besoin de thérapie et d'exorcisme. Donc voilà, c'est très important. Du Donc coup, le moi, côté j'associe religieux avec, voilà. ça aura plus d'impact que Voilà, la c'est ça, il thérapie. faut toujours associer les 2. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à Afrothérapie. D'accord, OK. Quels sont selon toi les 3 ingrédients qui manquent à l'Afrique, d'aujourd'hui pour qu'elle puisse avoir davantage d'impact dans le concert des nations, Mmh. y compris par sa diaspora? Est-ce que cela passe aussi par la thérapie, vu qu'on en parle? Si oui, comment l'expliques-tu? Bah, je vanterai toujours les mérites de la thérapie. Et je pense que le souci de la diaspora et de l'Afrique aujourd'hui, c'est la crise identitaire. On se retrouve beaucoup avec, par exemple, là, je vais parler de l'exemple du Cameroun parce que je suis originaire du Cameroun. Il y a un gros fléau, de TikTok. Les jeunes aujourd'hui sont sur TikTok, les jeunes veulent être influenceurs, les jeunes sont très voilà, TikTok, TikTok, TikTok. Dans l'immédiateté des événements, de l'instant, les gens ne profitent plus, en fait, de la vie. Et tout le monde veut être influenceur, tout le monde veut vivre dans le paraître. Au final, dans ce côté, voilà, narcissique que renvoient TikTok et les réseaux sociaux, même de manière générale, font que les gens perdent leur identité, en fait. Et du coup, les gens voient la mondialisation, la globalisation comme quelque chose de positif. C'est vrai, il y a du bien, mais ils ne questionnent pas aussi le point de la perte d'identité elle-même. Donc au final, aujourd'hui, les gens ne sont plus réellement africains. Je n'ai pas la prétention de définir et de dire ce que c'est qu'africain, mais les gens ne sont plus réellement eux-mêmes, ne sont plus vraiment réellement connectés à leurs sources. Ils ont plus le regard tourné vers l'extérieur. Donc que ce soit la diaspora ou en Afrique, sur TikTok, ça va toujours être suivre les challenges, suivre les tendances, suivre telle ou telle chose, mais les gens n'essaient pas d'être eux-mêmes, en fait, ou de se reconnecter à eux-mêmes. Et malheureusement aussi en Afrique, bon, à cause de la pauvreté de l'environnement, les gens veulent partir en Occident, les gens veulent quitter l'Afrique parce que tout le monde pense que la seule manière d'être heureuse, c'est en quittant le pays, en quittant le continent. Et malheureusement, ce qui vient d'abord en premier, c'est les situations économiques. Et après, au final, on se rend compte que les personnes, on dit au Cameroun Boza, donc les personnes qui ont traversé, la Méditerranée, sur les bateaux de fortune, arrivent ici, elles se retrouvent en situation de dépression, elles sont mal, elles sont Mmh. malheureuses. Elles se rendent compte que c'était pas ça réellement la réalité et qu'au final, avec les 20 000 à 30 000 € qu'elles ont investis pour traverser, elles auraient pu créer un business sur le continent. Oui, qui Et aurait pu donc être plus intéressant. voilà, totalement. Et donc je me dis que s'il y avait des espaces où on pouvait accompagner, voilà, les gens, si on pouvait parler aux gens, les aider à faire sortir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ça pourrait permettre vraiment de limiter certaines choses. Voilà, c'est pour ça que moi je prône la thérapie pour tout le monde. D'accord, merci beaucoup et effectivement, c'est beaucoup plus pertinent, de suivre une thérapie, que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quel pays d'Afrique, Mmh, plutôt que de faire du Boza comme tu le disais et après d'avoir toutes les conséquences qui vont avec. Parce qu'il y en a qui meurent parfois, dans leur périple pour arriver en Occident, donc c'est pas toujours la meilleure des solutions et également, comme tu l'as souligné un peu plus tôt, il y en a aussi qui, après avoir parcouru toutes ces aventures et arrivé sur place, n'arrivent toujours pas à avoir, un niveau de vie qui correspond à ce qu'ils, s'imaginaient mmh, et dépression s'ensuit exactement. et c'est pas forcément mieux. Comparé à leur état de départ, c'est pas ce qui arrange les choses. Oui. Nous avons une routine chez Mesaka qui est de demander aux précédents invités Mmh mh. d'adresser une question, à l'invité, suivant sans savoir qui ça sera. Heu Pour cette interview, tu as vraiment de la chance parce qu'on avait 2 invités. Donc pour la première fois, tu seras la personne ou l'invité qui recevra 2 questions. La première question t'est adressée par Sergio Simon de Fanti. Est-ce qu'aujourd'hui, tu laisserais n'importe qui entrer dans ton sillage?
Pour répondre à cette question, c'est clairement la réponse, c'est clairement non. Aujourd'hui, je fais attention à qui a le droit d'être dans mon espace vital, qui a le droit de venir, mettre sa patte dans ma vie parce que c'est très important d'être entouré de bonnes personnes. Évidemment, on connaît jamais les gens à 100. Les gens nous montrent toujours ce qu'ils veulent, qu'on voit d'eux, mais je pense que c'est très important de savoir avec qui on est ou alors, en fonction des personnes avec qui on est, savoir la limite des choses qu'on peut partager avec ces personnes-là. Moi, je pense que toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie ont un impact, ont une influence et sont là pour une raison précise. Et donc, voilà, c'est à nous d'avoir les éléments pour savoir gérer et essayer de comprendre, en fait, questionner, en fait, à chaque fois, tous les types de relations qu'on peut avoir dans notre vie. D'accord. Merci beaucoup pour ta réponse. Une autre question de Tania Mahonda. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Je fais ce que je fais parce que je pense que je l'ai déjà expliqué dès le début. Je fais ce que je fais parce que je suis convaincue qu'il y a un besoin et qu'il faut accompagner les afrodescendants et qu'on a tous le droit d'avoir la vie la plus heureuse possible. La vie ne sera pas parfaite parce que c'est impossible de vivre dans la perfection parce qu'il y aura toujours des challenges, mais que les gens, je fais ça pour que les gens comprennent que les choix de vie qu'on mène, les choix de vie qu'on fait, ça nous permet de vivre la vie qu'on espère, qu'on rêve. Et j'aimerais que les Noirs continuent de rêver, d'espérer. Et c'est très important, en fait. D'accord, ben, merci beaucoup pour le partage de ta réponse qui est très profonde. Quelle question, toi, tu souhaiterais poser au prochain invité? La question que je souhaiterais poser, ce serait de savoir, là, actuellement, tu vis. Est-ce que tu vis par rapport à ce que tu as vécu dans le passé ou alors tu vis par rapport à ce que tu souhaiterais faire dans l'avenir? D'accord, ok. Très profond comme question. Voilà. Nous arrivons à la fin du podcast. Quel serait ton mot de fin? Mon mot de fin, ce serait, hier est passé. Vis intensément aujourd'hui, profite de chaque instant, soit dans l'intention, soit intentionnel, dans tout ce que tu fais. Et demain te réservera de belles choses. Ok, merci beaucoup, c'est très profond. Merci beaucoup, Anne-Laurence, pour cet échange très intéressant. Merci de nous avoir accordé de ton temps, que j'espère sera très instructif pardon, pour nos abonnés et pour nous. C'était un réel plaisir de te recevoir. Avant de terminer ce podcast, quel mot te vient à l'esprit que tu voudrais partager avec nous? Et si tu le souhaites, dans une langue de ton pays d'origine, le Cameroun? Ok. Euh, le mot que je veux dire, c'est abungan. En Ewondo, ça signifie merci. Donc, je voudrais partager ce mot parce qu'il faut dire merci à la vie. Il faut dire merci pour tout. Il faut dire merci surtout quand on a la santé, quand on a des proches, voilà, quand on peut encore respirer. Il faut dire merci. En fait, c'est très important d'être reconnaissant de tout parce que aujourd'hui on peut être en haut, demain, on sera en bas. Aujourd'hui, on peut avoir les moyens, demain, on n'aura pas les moyens. Donc, c'est très important voilà, de dire abunga et remercier même les personnes qui sont autour de nous et de toujours dire merci. Signe de gratitude, Voilà, exactement. pleine gratitude. Mais merci beaucoup à nouveau, Anne-Laurence. Au nom de tous les membres de Mesaka, je te dis merci de nous avoir fait l'honneur d'intervenir sur notre podcast. Merci à ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de ce tournage. Merci également à tous ceux qui le suivront via nos différents canaux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Spotify et TikTok, Action_Mesaka, et à vous abonner. Et nous vous invitons également à découvrir les activités et actualités d'Anne Laurence sur ses pages Instagram, YouTube et TikTok, Afrothérapie. Merci beaucoup et au revoir. Merci.